On arrive au théorème de caractérisation des applications bijectives entre ensembles finis. Alors on sait déjà que si une application est injective, le nombre d'éléments de E est forcément plus petit que le nombre d'éléments de F, et si une application est surjective, le nombre d'éléments de F est forcément plus petit que le nombre d'éléments de E. Donc il y a déjà une obligation pour une application, si elle est bijective, on a nécessairement le même nombre d'éléments au départ et à l'arrivée. Ça, on le sait bien. Mais ce qu'on va voir, c'est que si cette condition est réalisée, c'est-à-dire si j'ai deux ensembles qui ont le même nombre d'éléments, alors cette application sera injective si et seulement si elle est surjective, si et seulement si elle est bijective. Ce qui veut donc dire que quand on aura une application qui lie deux ensembles finis ayant le même nombre d'éléments, alors, pour montrer qu'elle est bijective, il suffira de savoir qu'elle est surjective ou il suffira de savoir qu'elle est injective. L'une de ces deux propriétés sera suffisante pour atteindre le fait que cette application est bijective. Ce qui est un raccourci remarquable. Alors, on va démontrer ce résultat. Pour démontrer ce résultat, évidemment, on va utiliser pas mal des idées qu'on a exploitées dans les propositions précédentes. Alors pour ça, comme je dois démontrer que ces trois propriétés sont équivalentes, on va montrer que l'injectivité implique la surjectivité, que la surjectivité implique la bijectivité, et que la bijectivité implique l'injectivité. C'est-à-dire que si je numérote mes propriétés 1, 2, 3, on va démontrer que 1 implique 2, que 2 implique 3 et que 3 implique 1. Bon, il y a déjà l'une des propriétés, on sait qu'il ne va pas être très difficile à démontrer. Alors je vais commencer par démontrer que 1 implique 2. C'est-à-dire je vais supposer que f est injective et je vais démontrer que f est surjective. Donc supposons f injective. Alors je vais utiliser la proposition numéro 5 qu'on a utilisée pour dire que si mon application f est définie sur E à valeur dans f, et si mon application est injective, alors le nombre d'éléments qu'il y a dans f de E, c'est le nombre d'éléments que j'ai dans E. Mais par hypothèse, je sais que le nombre d'éléments de E, c'est égal au nombre d'éléments de F. Ah, je n'avais pas vu. J'ai écrit deux fois la même chose ici. Hop, voilà. Le nombre d'éléments de E est égal au nombre d'éléments de F. Donc on récupère que si mon application est injective, j'ai d'une part le nombre d'éléments de F de E qui est égal au nombre d'éléments de F, d'une part, et d'autre part, comme f est une application, f de E est un sous-ensemble de f, puisque mon application est définie sur E et elle est à valeur dans f. Si vous regardez bien les deux conditions qui sont ici, c'est une condition qui me permet de dire que j'ai un sous-ensemble de f qui a le même nombre d'éléments que f. Et bien ça, on sait que cela signifie que f de E est égal à f. Et ça signifie ni plus ni moins que le fait que f est donc une application surjective. C'est l'une de nos caractérisations des surjections. Donc on vient bien de démontrer que si f est injective, alors f est surjective. Alors cette fois-ci, on va supposer que f est surjective et on doit démontrer que f est bijective. En fait, il faudrait démontrer que f est injective, puisque comme je sais que f est surjective, si j'arrive à montrer que f est injective, f sera surjective et injective, elle sera bijective. Pour ça, je vais procéder par l'absurde. Et je vais dire, supposons que f est non injective, et je vais essayer d'aboutir à une absurdité. Et raisonnons par l'absurde. Alors dire que l'application f n'est pas injective, si je refais mes diagrammes sagittaires, donc ça c'est juste pour visualiser les différentes propriétés et se faciliter la tâche. Donc je vais juste pointer quelques propriétés. Donc là j'ai E, là j'ai l'ensemble F, et mon application n'est pas injective. Alors dire que mon application n'est pas injective, ça veut dire que je vais pouvoir trouver deux éléments ici dans l'ensemble E qui vont pointer sur le même élément dans F.
Donc ces éléments-là, je vais les appeler xi et xj. Donc j'écris simplement ce que je viens de dire ici. Je vais dire il existe un élément y appartenant, alors non, je ne suis même pas obligé de le voir avec l'ensemble d'arrivée, je vais simplement me contenter de pointer ce qui se passe sur l'ensemble de départ. Donc je vais plutôt dire il existe deux éléments xi et xj dans l'ensemble E tel que, alors déjà d'une part ils sont différents puisque je veux nier l'injectivité, et d'autre part ils ont la même image par l'application F. Donc, deux éléments distincts ont la même image par F. Ben, ça signifie quoi? Ça signifie que l'élément y qui est là, que je note ici par ce biais, cet élément-là, il a deux antécédents distincts, déjà xi et xj. Ce qui veut donc dire que je conserve la propriété de surjectivité, mon application elle sera toujours surjective, si j'élimine de l'ensemble E l'un des éléments qui est ici. Je vais supprimer par exemple xj. Donc cette application, elle est évidemment toujours surjective. Alors ça n'est plus l'application f puisque j'ai modifié cet ensemble, son ensemble de départ, donc je vais l'appeler f tilde, mais cette application est toujours surjective puisque y aura toujours au moins un antécédent dans l'ensemble E, en l'occurrence xi. Et ça c'est absurde, cette application elle ne peut pas être surjective. Pourquoi? Parce qu'on a dit que si une application est surjective, le nombre d'éléments de l'ensemble d'arrivée est toujours inférieur ou égal au nombre d'éléments de l'ensemble de départ. Or, l'ensemble de départ, ici, il a combien d'éléments pour mon application f tilde? Bien, vu que je suis parti d'un ensemble, alors on va supposer que le nombre d'éléments ici, c'est n. Comme je suis parti d'un ensemble qui a n éléments et que j'ai éliminé un élément de mon ensemble E, bien, on peut dire que le nombre d'éléments de E moins xj, c'est n-1, puisque j'ai enlevé un élément de E dans l'ensemble E. Or, l'ensemble F, lui, son cardinal, c'est n, puisque je sais que le cardinal de E, c'est le cardinal de F. Moralité, je viens de créer une application surjective avec un ensemble d'arrivées qui a a priori strictement plus d'éléments que l'ensemble de départ. C'est absurde en vertu de la proposition numéro 6, puisqu'on a vu que si on a une application d'un ensemble sur un autre surjective, le nombre d'éléments de l'ensemble d'arrivée est nécessairement inférieur ou égal au nombre d'éléments de l'ensemble de départ lorsque cette application est en ensemble fini. C'est parfaitement la situation, j'ai une application surjective entre deux ensembles finis, mais il y a un problème au niveau des cardinales. Moralité, la supposition qu'on a faite est fausse. On avait supposé que l'application est non injective et on arrive à une absurdité. Donc on aboutit bien au fait que l'application F est une application injective. Elle est donc surjective et injective, elle sera donc bijective. On vient donc de démontrer que la propriété 2 implique la propriété 3. Alors il nous reste à démontrer que la propriété 3 implique la propriété 1. Bon bah ça c'est évident par définition, puisque si une application est bijective, elle est à la fois injective et surjective, donc elle sera en particulier injective, donc on obtient le résultat. Voilà pour le théorème numéro 7, qui nous offre donc une caractérisation fort sympathique des applications bijectives. Nous allons voir un nouveau principe de dénombrement. Donc on a déjà vu le théorème de dénombrement qui permet de dire que pour montrer qu'un ensemble a un cardinal donné, il suffit de le mettre en bijection avec un ensemble qui a ce cardinal. Ici, il s'agit de voir le principe d'addition, c'est-à-dire ce que l'on va devoir faire. Ce que l'on va faire, c'est découper notre ensemble en union de sous-ensembles de dates disjoints. Et on va voir que dénombrer l'ensemble tout entier, ça revient à dénombrer chacun des sous-ensembles. Donc on va regarder ce qui se passe déjà dans le cadre de deux ensembles finis. Si je me donne deux ensembles finis, attention que je suppose disjoints, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent aucun élément en commun. Nous allons voir que le nombre d'éléments de la réunion, c'est le nombre d'éléments de E plus le nombre d'éléments de F. Pour
parler de cardinal de la réunion, il faudra bien entendu démontrer que l'ensemble E union F est un ensemble fini. Alors on va faire notre démonstration, et pour valider ce principe de dénombrement, eh bien, je vais utiliser le théorème 3, c'est-à-dire que je vais construire une bijection entre un ensemble que je sais démontrer et l'ensemble E union F. Et pas n'importe quel ensemble, hein. On va voir que ça va être l'ensemble des entiers entre 1 et justement ce qui va être le nombre d'éléments de E union F. Donc comme je sais que les ensembles E et F sont finis, je peux définir leur cardinal. Bon, je vais supposer les ensembles non vides. Il est bien évident que si E ou F est l'ensemble vide, la réunion c'est l'un des deux ensembles, et on obtiendra donc bien un ensemble fini, et cette relation sera trivialement vérifiée. Donc il suffit de faire la démonstration lorsque les ensembles sont évidemment non vides. Je vais supposer que E est de cardinal n et que F est de cardinal p. Je vais donc me donner une énumération des éléments de E. J'énumère ici les éléments distincts de l'ensemble E, et je fais la même chose en énumérant les éléments distincts de l'ensemble F. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est dénombrer l'ensemble E croix F et montrer que cet ensemble est fini et possède n plus p éléments. Donc ce qui serait intéressant, ça serait de construire une application de l'union de E et de F dans l'ensemble n plus p. Et que cette application soit bien entendu une application bijective. Alors pour ça, on va faire notre compte habituel. Je vais considérer les deux ensembles E et F, et on va voir comment on peut procéder pour les dénombrer et comment on peut créer cette fameuse application entre 1 n plus p et la réunion de E et de F. Alors déjà, les ensembles sont disjoints, donc ils n'ont aucun élément en commun. Alors, ce qu'on va déjà regarder, c'est le fait que notre ensemble E est de cardinal n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire a priori qu'il existe une application phi qui est définie de l'ensemble 1n à valeur dans E, qui est une application qui est a priori bijective. Donc ça, c'est parce que le cardinal de E est égal à n. Et je peux dire de la même façon qu'il existe une application, je vais dire psi, de 1p dans F, qui elle-même est une application bijective. Donc là, je viens de traduire que le cardinal de E c'est n, le cardinal de F c'est p. J'ai appliqué simplement la définition de cardinal. Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'aimerais créer une application entre l'ensemble des entiers entre 1 et n plus p et tous les éléments de E croix F. Alors on va voir que ça ne va pas être difficile de créer une telle application. On va voir comment la construire, et on va surtout voir comment la construire de manière bijective. Donc on va déjà créer une injection. Donc je vais donner déjà l'image par exemple des n premiers entiers naturels, et ça on va voir comment les construire. Donc là j'ai une énumération qui est associée à l'application phi, puisque 1 j'associe phi 1, à 2 j'associe phi 2, à n j'associe phi n. Donc cette application elle me permet de compter tous les éléments de E, puisque j'ai une application de 1n vers E qui est bijective. Donc par ce biais je récupère ici tous les éléments de E à travers l'application phi. Je les ai comptés une et une seule fois, donc je peux dire que cette application elle est injective, puisque deux éléments distincts vont avoir des images différentes, et elle va me permettre de récupérer tous les éléments de E. Et à partir de là, on va prendre le relais. On va prendre le relais en donnant maintenant les images des éléments de l'ensemble de l'application psi, qui vont nous permettre de reconstituer les éléments de F. Alors pour cette application psi, eh bien, je vais dire, ici je vais associer psi de 1, donc là on voit bien tout de suite comment va être construite cette application, et ici je vais lui associer psi de p. Donc l'image de n plus 1 c'est psi de 1, l'image de n plus p c'est psi de p.
En faisant ça, eh bien, je décris bien tous les éléments qui sont dans F, par ce biais-là, et ça de façon injective, c'est-à-dire que si j'ai deux éléments distincts au départ, leurs images seront distinctes. Donc moralité, cette application ainsi construite, elle est bien injective, puisque là, deux éléments distincts ont des images différentes, là, deux éléments distincts ont des images différentes, et un élément ici et un élément ici ne peuvent pas avoir la même image, puisqu'ici, les images que je récupère, c'est des éléments de E, et ici, les images que je récupère, c'est des éléments de F, et qu'on sait par hypothèse que E et F n'ont aucun un élément en commun. Donc on est certain que l'application, je ne l'ai pas donné de nom, je vais l'appeler delta, est une application injective, donc par construction. Et j'affirme également que si on calcule delta de 1 n plus p, eh bien on récupère toutes les images, c'est-à-dire qu'on récupère phi de 1, etc. jusqu'à phi de n, qui est une description de tous les éléments de E, puis les images de ces éléments-là, c'est-à-dire psi de 1, etc. jusqu'à psi de p, qui est une énumération des éléments de F. On récupère bien que l'image de cette application delta, c'est la réunion des E et de F, ce qui permet de valider que cette application est une application surjective. Donc elle est injective par construction et surjective, on vient de le voir également. Donc cette application est une application bijective. Donc on vient de créer une application delta qui réalise une bijection de cet ensemble vers cet ensemble. Donc il y a deux conclusions à cela. La première conclusion, c'est que l'ensemble E union F est bien un ensemble fini, d'une part, et d'autre part, son cardinal, c'est n plus p. Donc là, on est revenu à la définition d'un ensemble fini, et on a montré que cet ensemble était fini en construisant une bijection de cet ensemble vers cet ensemble-là. Donc j'indique simplement que maintenant, quand je travaillerai avec des unions disjointes, pour séparer le cas de l'union non disjointe, je mettrai un petit plus à l'intérieur de la réunion pour bien signifier que l'intersection entre l'ensemble E et l'ensemble F est réduite à l'ensemble vide. On va maintenant étendre le principe d'addition à un nombre d'ensembles supérieur ou égal à 2. Donc le théorème 8, c'est le principe d'addition lorsqu'on a deux ensembles. On va maintenant l'étendre à P ensemble, où P est un entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc le théorème 9 va effacer le théorème numéro 8, puisqu'il va le généraliser considérablement. Et on va voir que le principe, pour démontrer le théorème 9, on va utiliser le principe du théorème 8. Alors on va faire une récurrence, on va faire une démonstration par récurrence pour démontrer ce résultat-là sur le nombre d'ensembles qui intervient dans la relation. Alors je vous rappelle que l'objectif de la propriété PP, à montrer par récurrence, c'est de démontrer que si on se donne des ensembles finis, je les suppose finis, 2 à 2 disjoints, ça veut dire que quand on prend des indices différents, eh bien, il n'y a aucun élément en commun entre EI et EJ, quels que soient les indices compris entre 1 et P. Alors j'affirme que la réunion de ces ensembles-là est finie, d'une part, et que le nombre d'éléments qu'il y a dans la réunion, c'est la somme du nombre d'éléments de chacun des ensembles qui composent la réunion. Alors petite notation que j'utiliserai dans la suite, pour éviter de dire je prends la réunion d'ensemble 2 à 2 disjoints, je noterai de cette façon l'union disjointe entre des ensembles. Alors, on va commencer déjà par dire que la propriété P de 1 est évidente, puisque lorsque P est égal à 1, il n'y a qu'un seul ensemble dans la réunion, donc cette relation-là devient cardinal de E1 est égal à cardinal de E1. Donc P de 1 est évidente. Mais comme je vais utiliser la propriété au rang 2 dans la démonstration de l'hérédité, je vais signaler que P de 2 est également vrai. Alors ça par contre c'est pas évident. C'est le théorème précédent, hein, c'est le théorème numéro 8, qui va être, on va le voir, un maillon essentiel de l'hérédité. Bon, pour faire ma rédaction par récurrence, je vais donc me donner un entier naturel P. Je vais supposer que P est supérieur ou égal à la dernière propriété initialisée, donc supérieur ou égal à 2. On suppose PP vrai.
et on va démontrer que la propriété est vraie au rang p+1. Donc là, on rédige notre récurrence habituelle. Alors, pour démontrer la propriété au rang p+1, il faut bien regarder ce que l'on se donne et ce que l'on doit démontrer. Donc, au lieu de me donner P ensemble fini 2 à 2 disjoints, on va cette fois-ci se donner P+1 ensemble fini 2 à 2 disjoints. Donc voilà, des ensembles finis. Donc ça, c'est important. Des ensembles finis 2 à 2 disjoints. Et l'objectif, c'est de démontrer que leur réunion est un ensemble fini et que le cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinaux des ensembles qui composent la réunion. Alors, avant déjà de parler de cardinal de cet ensemble, il faut déjà démontrer que cet ensemble est fini. Et là, l'ensemble que je définis comme ça, donc la réunion pour k variant entre 1 et p+1 des EK, cet ensemble-là, je vais le découper en morceaux. Alors, je vais utiliser l'associativité du connecteur logique OU pour dire que la réunion de tous les ensembles de E1 jusqu'à EP+1, je peux le voir comme la réunion déjà de ces ensembles-là, et je prends ensuite la réunion avec le dernier ensemble. Alors cet ensemble-là, je vais juste l'appeler oméga, l'espace d'un instant, et je vais appliquer mes hypothèses de récurrence. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que oméga est l'union disjointe de P ensemble fini. Donc je peux dire que l'ensemble oméga est fini. Et pour affirmer que l'ensemble oméga est fini, j'applique la propriété au rang P, puisque j'ai P ensemble 2 à 2 disjoints, donc fini, leur réunion est finie, et j'ai même la relation avec les cardinaux. Ensuite, pour pouvoir appliquer la propriété au rang 2, c'est-à-dire la propriété à oméga et à EP, attention, il faudrait que je prouve que l'ensemble oméga et l'ensemble EP+1, ce sont deux ensembles qui sont disjoints. Ça, c'est le prix à payer pour pouvoir utiliser la propriété au rang 2. Bon, on va simplement payer ce prix en calculant l'intersection entre oméga et l'ensemble EP+1. Alors, oméga, je vous rappelle que c'est la réunion E1 union EP inter EP+1. Or, on a vu une propriété essentielle de la réunion et de l'intersection. On a vu que l'intersection, elle était distributive par rapport à la réunion. Donc, ceci va être égal à E1 inter EP+1, union, etc., union EP, inter EP+1. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Or, comme les ensembles qu'on a pris ici sont des ensembles finis 2 à 2 disjoints, l'intersection entre ces deux éléments est égale à l'ensemble vide, et c'est le cas de tous les ensembles qu'on va obtenir ici, puisque les ensembles sont 2 à 2 disjoints, donc pour deux indices différents, l'intersection se réduit à l'ensemble vide. Le vide, union le vide, union le vide, union le vide, ça reste l'ensemble vide. Donc on vient de démontrer que l'intersection entre oméga et EP+1 est égale à l'ensemble vide. Donc on peut dire que oméga et EP+1 sont a priori bien disjoints. Donc comme ils sont disjoints, on est en mesure d'appliquer le théorème 8, c'est-à-dire la propriété P de 2. Donc d'après la propriété P de 2, qu'est-ce que je peux dire? Comme oméga est un ensemble fini et que EP+1 est un ensemble fini, d'après P de 2, je peux dire que l'union de oméga et de EP+1 est un ensemble fini. Mais l'union de oméga et de EP+1, c'est l'union de tous les ensembles, puisque oméga, c'est la réunion de tous ces ensembles jusqu'à EP. Donc je peux bien affirmer que cet ensemble-là est fini. Donc la première propriété est atteinte. Maintenant, on doit calculer le nombre d'éléments qu'il y a dans la réunion. Alors ce nombre d'éléments, je peux bien l'écrire maintenant, puisqu'on a prouvé que le nombre d'éléments dans cette réunion est fini. Et ça, je vais le faire en deux fois. Je vais déjà utiliser le découpage de cet ensemble sous la forme qui est là,
puisque je viens de prouver ici, grâce à, on va changer de couleur pour que ce soit plus clair, on vient de démontrer que l'intersection entre ces deux ensembles est réduite à l'ensemble vide. Donc on vient de démontrer que l'union qui est ici est une union disjointe. Donc je peux affirmer, grâce à la propriété P de 2, que j'applique une nouvelle fois, que le nombre d'éléments de cet ensemble et donc de cet ensemble, c'est le nombre d'éléments que l'on trouve dans oméga plus le nombre d'éléments que l'on trouve dans EP plus 1. Or, oméga, lui, c'est l'union disjointe de P sous-ensemble fini. Donc là, maintenant, je suis en mesure d'appliquer quelle propriété? Ma propriété au rang P, qui me donne la propriété dans le cas de P sous-ensemble fini 2 à 2 disjoints. Donc je peux dire que le nombre d'éléments de oméga, c'est la somme pour k variant entre 1 et P du nombre d'éléments d'EK plus le nombre d'éléments de EP plus 1. Bilan. Eh bien, si je regarde ce que j'ai démontré que le nombre d'éléments de cet ensemble, c'est la somme pour k variant de 1 à P des cardinaux d'EK plus le cardinal de EP plus 1. Eh bien, c'est bien, si j'écris la conclusion ici, c'est bien la somme pour k variant entre 1 et P plus 1 du cardinal de EK. On vient donc de démontrer que la propriété est validée au rang P plus 1. On vient donc de démontrer l'hérédité. On peut donc conclure que comme la propriété est initialisée et que l'hérédité est validée, on a bien la propriété qui est vraie, quel que soit P, entier, naturel, non nul. On a donc validé un principe d'addition étendu, c'est-à-dire pas simplement vrai pour deux ensembles disjoints, mais pour P ensemble fini 2 à 2 disjoints. Le théorème numéro 9 va avoir plusieurs conséquences. Alors déjà, cette formule générale, c'est que si les ensembles K sont des ensembles finis, le nombre d'éléments de l'union disjointe de EK, donc le plus qui est là, impose que pour tout indice I différent de J, l'intersection entre EI et EJ est égale à l'ensemble vide. Et bien dans ce cas-là, le cardinal de l'union disjointe, c'est la somme des cardinaux associés. Donc on dispose de cette formule. Attention, hein, quand même, c'est très important de constater que cette formule n'a de sens, évidemment, que si les EK sont des ensembles finis. Sinon, cette formule n'a strictement aucun sens. Ça va nous permettre d'étendre ça, enfin de définir plutôt de parler d'une formule qui porte sur une partition de E. Donc, je ne crois jamais avoir défini ce que c'était réellement qu'une partition de E. J'ai déjà dû en parler, mais j'ai jamais réellement donné une définition. Donc je vous fais un espèce de dessin associé pour que vous essayiez de comprendre ce que ça signifie. Donc qu'est-ce qu'on appelle une partition de E? Une partition de E, c'est une famille de sous-ensembles de E. Alors ça sera imposé évidemment par ce qui est écrit ici. Donc les AI sont des sous-ensembles de E. Oui, ça je l'ai en fait écrit nulle part. Évidemment, quel que soit I appartenant à I, AI est un sous-ensemble de E. Voilà. Donc c'est une famille de sous-ensembles de E, ce que j'écris ici, qui vérifie les propriétés suivantes. Alors aucun de ces ensembles n'est vide, sinon il est invisible dans la réunion, puisque la réunion, le vide c'est l'élément neutre de la réunion. Ça c'est la première chose. Pour tout x appartenant à E, eh bien je peux trouver un indice qui va contenir, l'indice d'un ensemble qui va contenir cet élément x, ce qui veut donc dire que cet élément x il va être contenu dans l'un des ensembles AI, et en fait dans un seul des ensembles AI, puisqu'on a ici la propriété qui nous dit que les ensembles sont 2 à 2 disjoints. Donc en fait on pourrait réunir ces propriétés en disant quel que soit x appartenant à E, il existe un unique indice dans I tel que xi appartient à I, puisque lui ne peut pas se retrouver dans un autre ensemble, puisque s'ils étaient en commun à deux ensembles AI, eh bien ça viendrait contredire la propriété qui est ici. Donc une famille qui respecte cette propriété s'appelle une partition de E. Alors il se trouve que si l'ensemble E est fini, évidemment, si E est un ensemble fini, il est déjà bien entendu que tous les sous-ensembles de E sont finis. Ça c'est une propriété qu'on a déjà vue.
Et dans ce cas-là, le cardinal de l'union pour I appartient à grand I des AI est une union disjointe en vertu de cette propriété, puisqu'on sait que les ensembles sont 2 à 2 disjoints. Et comme cette union elle est finie puisqu'elle est égale à E, on en déduit que ceci, c'est la somme pour I appartenant aux indices I des cardinaux des AI. Donc, on voit l'intérêt de la formule qu'on vient d'établir. Cette formule reporte le dénombrement sur des sous-ensembles de E, et on a une relation entre le nombre d'éléments de ces sous-ensembles et l'ensemble qu'ils constituent quand on a les propriétés suivantes. Donc il faut avoir des ensembles 2 à 2 disjoints dont la réunion est égale à E. On a éliminé les ensembles vides des sous-ensembles AI, puisqu'il n'y a pas d'éléments dans l'ensemble vide. Donc là, on a ce qu'on appelle une partition de l'ensemble. Gardez bien en tête ce dessin-là pour bien imaginer ce que c'est qu'une partition. Alors maintenant, on va examiner ce qui se passe pour la réunion, lorsque justement la réunion n'est pas forcément disjointe. Et on va voir que la formule qu'on va récupérer pour le nombre d'éléments de la réunion va être un peu différente. Pour préparer ce découpage de la réunion, on va déjà regarder la proposition numéro 10 qui nous donne un ensemble E, qui est un ensemble fini. On se donne 2 sous-ensembles de E, et on va montrer que le cardinal de la différence de A et de B, c'est le cardinal de A moins le cardinal de l'intersection. Et on va démontrer un corollaire de ça qui dit que si je note A complémentaire, le complémentaire de A dans l'ensemble E, le nombre d'éléments du complémentaire de A, c'est le nombre d'éléments de E moins le nombre d'éléments de A. Alors on va démontrer cette propriété, et pour ça on va faire déjà des dessins, et on va également clarifier des définitions que vous avez peut-être oubliées. Donc, imaginons que l'ensemble E, c'est cet ensemble-là, et on va se donner 2 sous-ensembles A et B dans l'ensemble E. Imaginons que là, on a l'ensemble A, et qu'ici, on a l'ensemble B. On va déjà regarder ce que signifie différence de A et de B. Hein, par définition, c'est quoi cet ensemble-là? Alors, c'est un ensemble très simple. Hein, c'est l'ensemble des éléments de E, déjà, hein, tel que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Donc, si j'assure les éléments qui sont dans ce qu'on va donc appeler A privé de B, les éléments de A privé de B, ce sont les éléments que l'on retrouve dans cet ensemble-là. Voilà. Alors nous, ce qu'on sait faire, c'est qu'on sait que le cardinal de l'union disjointe est égal à la somme des cardinaux des ensembles qui constituent cette réunion, si ces ensembles sont bien entendu des ensembles finis. Donc là, on voit que les ensembles qui jouent un rôle dans cette relation-là, c'est l'ensemble que j'ai assuré en rouge ici, c'est-à-dire les éléments qui sont dans A et pas dans B. Eh bien moi, ce que je vais faire intervenir, c'est les éléments qui sont ici, qui sont dans l'intersection. Et on voit directement par définition que l'ensemble A, on peut le découper en 2 ensembles disjoints. À la différence de A et de B, puisque là j'ai les éléments qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B, et je vais dire l'union est disjointe avec les éléments qui sont dans A et dans B. Effectivement, on peut opérer une disjonction de cas. Si je prends un élément de A, soit il est dans B, et dans ce cas-là, il est dans cet ensemble, soit il n'est pas dans B, et dans ce cas-là, il est dans cet ensemble. Donc l'union est bien disjointe, puisqu'il n'y a pas d'éléments en commun à ces 2 ensembles-là, puisque on a bien vu comment ils étaient construits par la disjonction de cas. Moralité, comme l'ensemble A est un ensemble fini, puisque c'est un sous-ensemble de E qui est lui-même fini, comme ces 2 ensembles-là sont des sous-ensembles de A, ces 2 ensembles-là sont des ensembles finis. Donc je peux dire, en appliquant le théorème, alors 8 ou 9, alors là pour le coup, je peux me contenter du théorème 8, comme l'union de ces ensembles est disjointe, le nombre d'éléments de A s'obtient en additionnant le nombre d'éléments dans A privé de B et dans A inter B. Vous observez qu'on vient de démontrer la relation,
puisque le nombre d'éléments de A privé de B, c'est le nombre d'éléments de A moins le nombre d'éléments de l'intersection. Donc là, on voit qu'un bon vieux dessin permet de clarifier une situation ensembliste et d'obtenir une démonstration assez rapidement. Pour la seconde partie de cette proposition, on va rappeler ce que c'est que le complémentaire de A dans l'ensemble E. Donc le dans l'ensemble E, c'est pour dire que ce sont des éléments de l'ensemble de E, et ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à A. Donc le complémentaire de A dans E, si on assure cet ensemble-là, ce sont les éléments qui sont dans l'ensemble que j'assure ici, c'est-à-dire c'est des éléments qui sont dans l'ensemble E, excepté les éléments de l'ensemble A. Donc là, vous avez le complémentaire de A dans E. Donc, par définition, vous avez la réunion disjointe suivante. Et c'est encore issu de l'idée je suis dans A ou je ne suis pas dans A. L'ensemble A et le complémentaire de A dans E sont des ensembles dont la réunion est égale à E, mais dont la réunion est disjointe, puisque je ne peux pas à la fois être dans A et ne pas être dans A. Moralité, comme l'ensemble E est fini, ces sous-ensembles-là sont des sous-ensembles de E, donc sont des ensembles finis. Donc tous les ensembles qui interviennent dans cette égalité sont finis. Je peux donc dire que le cardinal de E, c'est le cardinal de cette réunion. Mais comme la réunion entre ces deux ensembles est disjointe, je peux appliquer le théorème additif, qui me dit que c'est le cardinal de A plus le cardinal du complémentaire de A. Et donc récupérer que le nombre d'éléments que l'on trouve dans le complémentaire de A, c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble E, moins le nombre d'éléments que l'on trouve dans l'ensemble A. On a donc bien établi la formule voulue. Alors on aurait pu très bien appliquer la formule précédente avec A égale E et avec B est égal à A, et on retrouvait directement la formule qui était ici. Mais là, ça me permet de vous rappeler ce que c'est que le complémentaire de A dans E, et de vous rappeler ces définitions ensemblistes qu'on a vues plus tôt au début d'année. On en arrive au théorème numéro 11, je vais appeler la baby formule du crible, parce que la formule du crible, c'est quand même pas ça. Bon, elle est énoncée comme ça dans le programme, mais la formule du crible, c'est la formule qu'on étend à P sous-ensemble fini, enfin ensemble fini, donc là on en est loin, on va juste, vous devez juste savoir ce que donne la formule avec deux ensembles finis. Alors ce théorème dit que si je prends deux ensembles finis A et B, alors leur réunion est un ensemble fini, d'une part, et d'autre part, le nombre d'éléments de la réunion, c'est le nombre d'éléments de A plus le nombre d'éléments de B, moins le nombre d'éléments de l'intersection. Alors c'est parti, on a deux choses à démontrer. On a la formule, bien entendu, mais avant de considérer la formule, il faut déjà que je prouve que l'ensemble est fini. Sinon, je n'ai pas le droit de parler de cardinal pour un ensemble qui n'est pas fini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider évidemment des procédés précédents, en disant je vais découper mon ensemble A union B en deux ensembles disjoints, puisque je sais faire lorsque les ensembles sont disjoints. Donc le premier ensemble que je vais considérer, c'est l'ensemble A lui-même, et pour obtenir la réunion, je vais considérer l'ensemble qui est là, et qui représente l'ensemble B privé de A. Alors qu'est-ce que je peux dire? Déjà, je peux dire que la réunion de A et de B est bien égale à la réunion de A et de B privé de A. Puisque là, je vais retrouver tous les éléments de A, et là, je vais bien retrouver tous les éléments de B, sauf ceux qui sont dans A, mais que j'ai déjà, en quelque sorte, compté ici. Donc, on a bien une union, mais cette union, elle a une propriété supplémentaire, c'est que c'est une union disjointe. Alors là, je vais déjà pouvoir conclure sur le fait que cet ensemble est fini. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir utiliser le théorème 8 qui dit la chose suivante. Si deux ensembles sont finis et disjoints, alors leur réunion est finie, et le nombre d'éléments de leur réunion, c'est le nombre d'éléments de A plus le nombre d'éléments de cet ensemble-là. Donc on peut déjà dire ici que cet ensemble-là est fini, et je dis pourquoi, c'est parce que c'est l'union disjointe de deux ensembles finis. L'ensemble A et l'ensemble B privé de A. Alors vous allez me dire, mais pourquoi B privé de A est fini? Puisque je vous rappelle que B privé de A,
est un sous-ensemble de B, et que B est par hypothèse un ensemble fini. Hein. Donc il n'y a pas de traquenard, on vient bien d'établir que l'ensemble Q ici est fini. Donc déjà, écrire cardinal de A union B a un sens. Donc le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A qui est bien un ensemble fini, plus, parce que l'union est disjointe, le cardinal de B privé de A. Or, je vais pouvoir utiliser la proposition précédente. Alors, il suffit de permuter le rôle de A et de B, puisque la proposition précédente me dit que le cardinal de B privé de A, c'est le cardinal de A moins le cardinal de A inter B. Donc là, on va récupérer le cardinal de A, plus le cardinal de B, moins le cardinal de B inter A, mais qui est égal à A inter B, puisque l'intersection est commutative. Donc l'application de la proposition numéro 10, nous permet d'établir la formule qui nous intéresse, c'est-à-dire que le nombre d'éléments de A union B, c'est le nombre d'éléments de A, plus le nombre d'éléments de B, moins le nombre d'éléments de A inter B, et on a prouvé proprement que l'ensemble réunion était bien un ensemble fini. Comme exercice, on nous demande d'étendre la formule du crible à 3 ensembles finis, A, B et C. Bon, alors on va voir comment étendre cette formule, on va voir que ça ne va pas être très compliqué. Donc on garde l'énoncé sous les yeux et on se lance. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la formule plusieurs fois. Alors déjà, pour pouvoir écrire cardinal de cet ensemble-là, il faut déjà démontrer que cet ensemble est un ensemble fini. Pour ça, il suffit de découper cet ensemble en morceaux, c'est-à-dire par associativité de la réunion. Je sais que cet ensemble-là est fini puisque c'est la réunion d'ensembles finis. Ça, c'est le théorème 11. Cet ensemble est fini, donc toujours par le théorème 11, je peux bien dire que l'ensemble A union B union C est fini. Donc on applique finalement 2 fois le théorème 11, une première fois à A union B, une deuxième fois à la réunion de cet ensemble avec C. Donc cet ensemble est bel et bien un ensemble fini. Maintenant qu'on a le droit d'écrire le mot cardinal de A union B union C, maintenant qu'on a le droit d'écrire ça, on va pouvoir utiliser les découpages qu'on a fait ci-dessus pour pouvoir mener à bien l'obtention d'une formule généralisée lorsqu'on travaille avec plus que 2 ensembles, déjà avec 3 ensembles, et vous verrez comment la généraliser à 4, à 5, etc. Alors je vais juste utiliser le découpage qui est là, puisque ça c'est un ensemble fini, ça c'est un ensemble fini. Donc je peux toujours appliquer la formule du théorème 11. Donc le théorème 11, non seulement il m'a dit que l'ensemble est fini, mais il me permet de dire que le cardinal de cet ensemble, c'est le cardinal de la réunion de A et de B plus le cardinal de C moins le cardinal de la réunion de A et de B inter C. Voilà ce que je récupère. Puis je vais réappliquer le théorème 11, et je vais le réappliquer 2 fois. Alors je le réapplique encore une fois ici, puisque A et B sont des ensembles finis. Donc je récupère cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter C, d'une part, plus le cardinal de C, moins, entre parenthèses, le cardinal de cet ensemble. Alors là, je vais utiliser le fait que l'intersection est distributive par rapport à la réunion. Ça, c'est ce qu'on avait vu en début d'année en disant que le connecteur A était distributif par rapport au connecteur OU. Donc cette distributivité va se modéliser comme ça. Or, ceci est un sous-ensemble de A, donc c'est un ensemble fini. Ceci est un sous-ensemble de B, donc c'est un sous-ensemble fini. La réunion de 2 ensembles finis est un ensemble fini en vertu du théorème 11. Et de plus, avec la formule du crible, on récupère que le cardinal de cet ensemble, c'est le cardinal du premier, donc l'intersection de A et de C, plus le cardinal du deuxième, c'est-à-dire l'intersection de B et de C, moins le cardinal de l'intersection des 3 ensembles, donc A inter B inter C. Puisque l'intersection inter C, je n'ai pas besoin de la prendre 2 fois, puisque je sais que C inter C est égal à C, l'intersection a une propriété d'idempotence. Si maintenant je regroupe les termes
correctement, on récupère donc le cardinal de A plus le cardinal de B plus le cardinal de C, d'une part, moins le cardinal de l'intersection entre... C'est un B ici, c'est pas un C? Ouais, puisque là, pardon, donc là c'était un B effectivement, moins le cardinal de l'intersection entre A et B, moins le cardinal de l'intersection entre A et C, moins le cardinal de l'intersection entre B et C, plus le cardinal de l'intersection entre A, B et C. On vient donc d'étendre la formule du crible, et on voit qu'il y a une certaine cohérence dans la formule. On a une alternance de plus et de moins successifs dans les différentes intersections. Si vous faites l'intersection entre 4 sous-ensembles, vous allez récupérer une formule d'analogue, cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C plus cardinal de B, moins le cardinal des intersections 2A2, plus le cardinal des intersections 3A3, moins le cardinal de l'intersection des 4. Et on peut étendre cette formule comme ceci en procédant par récurrence, mais c'est une récurrence un peu ardue, on ne la fera pas. Passons à l'exercice numéro 2, on se donne E et F, deux ensembles finis. Petit f, une application définie sur E à valeur dans F, donc une application. On vous demande de calculer, sous réserve de sens, alors à nous de savoir ce que signifie sous réserve de sens, la somme pour y appartient à f des cardinaux des f-1 de singleton y. Alors effectivement, hein, quand on dit sous réserve de sens, déjà, il faudrait qu'on regarde d'un petit peu plus près ce que représente cet ensemble-là par définition. Alors il est à peu près certain déjà qu'on ne parle pas d'application bijective, hein, puisque l'application f est une application quelconque. Donc on avait vu que f-1 de y est ce qu'on a appelé une image réciproque. Donc par définition, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ E, tel que f de x appartient au singleton y. Donc en fait, si on regarde ce que c'est par définition que f-1 de y, c'est l'ensemble des x appartenant à E tel que f de x est égal à y puisqu'y est un singleton. Donc cet ensemble-là, c'est l'ensemble des antécédents de y. C'est l'ensemble des antécédents de y par l'application f, bien entendu. Alors déjà, ceci a un sens. Alors est-ce que c'est un ensemble fini pour que le cardinal soit fini? Bien, cet ensemble, on a vu que c'était un sous-ensemble d'E et que E est un ensemble fini. Donc ces ensembles sont finis. Donc prendre le nombre d'éléments d'un ensemble fini, c'est parfaitement légitime. Maintenant la somme, la somme elle porte sur un nombre fini de termes puisque f est un ensemble fini. Donc cette somme elle est parfaitement définie, c'est une somme finie. Maintenant l'inconnu c'est que vaut cette somme. Alors pour ça, si on n'a pas trop d'idées, on va déjà se donner une application. Et je vais donner des noms à mes éléments de l'ensemble f, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, et on va regarder déjà ce qui se passe pour cette application. Alors, on va constater déjà que f-1 de y1, ça c'est égal, alors je vais numéroter mes éléments ici aussi, x1, x2, x3, x4, x5 et x6. Donc f-1 de y1 du singleton y1, c'est tous les antécédents de y1. On va récupérer x5. Je vais regarder f-1 de y3. Pour les autres, on va regarder, on va dire ce qui se passe un petit peu plus tard. Eh ben, je vais trouver x1, x3 et x4. Ensuite, je vais passer à f-1 de y6. Ça va être égal à x2. Et enfin, f-1 de y7. Ça va être égal à x6. Pour tous les autres, c'est-à-dire si je prends f-1 de y, alors je vais l'écrire ici,
avant de passer à une autre feuille. Si je prends l'ensemble des antécédents de y2, ça c'est le même ensemble que l'ensemble des antécédents de y4. Ça c'est le même ensemble que l'ensemble des antécédents de y5. Et ça, c'est l'ensemble vide, puisqu'on voit bien dans cette application que y2, y4, y5 n'ont pas d'antécédents par l'application f. Donc là, on a une meilleure idée de ce que représentent ces images réciproques et de ce qui se passe lorsque je prends l'image réciproque de tous les éléments de l'ensemble d'arrivée. On s'aperçoit qu'on définit, alors pas tout à fait une partition parce que des ensembles sont vides, mais en tout cas, on est en train de découper l'ensemble E en ensemble 2 à 2 disjoints, puisque le f-1 de y1, j'ai dit qu'il était ici, le f-1 de y3, il est constitué de x1, de x3 et de x4, donc c'est cet ensemble-là. Le f-1 de y6, c'est juste x2, et l'autre c'est juste x6. Donc on est en train de réaliser un découpage de l'ensemble E en ensemble disjoint. Eh bien, c'est ce qu'on va démontrer, et on va pouvoir conclure assez facilement que cet ensemble-là, c'est le cardinal, enfin que cette somme-là plutôt, c'est le cardinal de E. Alors on va déjà se donner deux éléments y1 et y2 de l'ensemble d'arrivée f. Je vais supposer ces éléments distincts et je vais démontrer que l'intersection entre f-1 de y1 et f-1 de y2, je vais démontrer que cette intersection est égale à l'ensemble vide, ce qui permettra de voir que ces ensembles, les ensembles de la somme qu'on est en train de calculer, c'est-à-dire les ensembles f-1 de y, sont des ensembles qui sont 2 à 2 disjoints. Alors, comment on fait pour démontrer qu'un ensemble est vide? C'est pas compliqué du tout. On suppose qu'il existe un élément dans cet ensemble, et on va raisonner par l'absurde. Donc, je me dis, tiens, je prends un élément dans cet ensemble. C'est-à-dire, je suppose qu'il existe un élément dans cet ensemble, et je vais essayer d'aboutir à une absurdité. Je vais traduire à l'intersection. J'ai déjà x qui appartient à f-1 de y1. Donc, que f de x est égal à y1, d'une part. Et comme x appartient à f-1 de y2, on obtient de la même façon que f de x est égal à y2. Ce qui est absurde, puisque je sais que y1 est différent de y2. Donc cette propriété étant absurde, on vient de récupérer qu'il n'est pas possible de trouver un élément x dans cette intersection. Donc s'il n'est pas possible de trouver un élément dans l'intersection, ça veut donc dire que l'intersection entre ces deux ensembles est l'ensemble vide. Ce qui veut donc dire que si je prends l'ensemble des f-1 de y avec y appartenant à f, cette famille d'ensembles est une famille de sous-ensembles de E, une famille de sous-ensembles de E, 2 à 2, 2 à 2, disjoints. Bien, donc on sait déjà qu'on va réaliser un découpage a priori. Alors maintenant la question c'est est-ce que c'est un découpage de l'ensemble E? Moi ce que j'aimerais bien démontrer c'est que comme ici on a une inclusion naturelle de la réunion, puisque ce sont des sous-ensembles de E, comme ce sont des sous-ensembles de E, évidemment la réunion de sous-ensembles de E reste un sous-ensemble de E, donc on a bien évidemment cette inclusion-là, donc cette inclusion-là c'est une inclusion qui est naturelle car f-1 de y est par définition un sous-ensemble de E. Moi ce que j'aimerais démontrer c'est qu'on a également l'autre inclusion, c'est-à-dire que l'ensemble E est bien entendu fait partie de l'un de ces ensembles-là. On va le démontrer. Je vais me donner un x dans E, et je vais démontrer que eh bien, x est dans l'un de ces ensembles-là. Alors c'est tout beau, il suffit de regarder son image. Je vais dire posons y qui est égal à f de x. Cet élément est bien entendu un élément de f. Et je peux dire que l'élément f-1 de y, il contient x, par définition. Contient x par définition.
puisque ceci est l'ensemble des antécédents des éléments de y, et par définition, x est ici un élément de y. Donc, si on fait un bilan de ce qu'on vient de démontrer, on vient donc de démontrer que E est égal à l'union pour y appartient à f, donc sur tous les éléments de l'ensemble f. Je vous rappelle que f est un ensemble fini de f-1 de y. Donc ça, c'est ce qu'on vient de démontrer. L'inclusion immédiate, elle est ici par définition. L'inclusion moins immédiate, mais qui en fait l'est. Mais je peux affirmer que cette union, elle est disjointe, puisqu'on a démontré que si je prends deux éléments de f disjoints, l'intersection entre ces deux ensembles est réduite à l'ensemble vide. Donc, je peux dire que le cardinal de E, puisque je travaille avec un ensemble fini, et donc est égal à la somme pour y appartient à f des cardinaux des ensembles f-1 de y. On vient donc bien de démontrer que la somme de l'énoncé est en fait le cardinal de E, et on vient de voir que ce qu'on est en train de faire en prenant cette somme-là, c'est qu'on est en train de découper l'ensemble E avec les antécédents des éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc là, on vient d'utiliser le théorème 9, le principe d'addition. On a compté les éléments de E en comptant séparément les antécédents de chacun des éléments de l'ensemble d'arrivée.